Journée mondiale de la liberté de la presse ce 3 mai, plusieurs activités ont eu lieu à travers le pays, dont la remise du prix Chimpumpu par l'UNPC. La GED a recensé au moins 228 cas d'atteinte à la liberté de la presse dans tout le pays depuis le début du mandat de Félix Tshisekedi. Reconquête historique des FARDC dans la province de l'Ituri après des actions de grande envergure annoncées la semaine dernière avec le soutien aérien. La coalition FPIC et FRPI ont été délogés de Niakoundé. État de siège, démarche nécessaire ou pas, les débats étaient intenses ce week-end autour de cette décision du président de la République pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri afin de mettre un terme au massacre à répétition dans la région. Vous suivrez dans ce journal les différents avis et analyses. La RDC de nouveau vainqueur de l'épidémie d'Ebola après une résurgence des cas il y a quelques semaines. Le compte à rebours est à terme avec 0 cas de contamination dans la province du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, bonjour. 3 mai, le monde célèbre la journée de la liberté de la presse à travers l'heure du coronavirus. Témoigner, informer et promouvoir l'information comme bien public, c'est le thème retenu cette année au pays où plusieurs activités sont organisées. L'UNPC va donner le prix Lucien Chimpumpu à 4 lauréats qui se sont distingués. Télé 50 par son directeur général Jean-Marie Kassamba, qui est en même temps président de l'UNPC section Kinshasa, va donner un plateau spécial sur la liberté de la presse avec des journalistes de tous bords ce lundi de 16h à 19h. Revenons entre-temps sur la célébration de cette journée avec Claude Kabala Mwanambouyi en direct de l'hôtel Béatrice où s'est tenue une matinée de réflexion en présence du ministre des tutelles. D'abord, il faut dire que c'est une journée internationale. Ce n'est pas l'invention congolaise. Nous avons pris le train et nous en avons la conception qui est la nôtre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers le monde et dans le monde entier, l'homme a besoin de communiquer avec son prochain. Et compte tenu de la multitude, de la variété des activités, l'homme a eu besoin de gens qualifiés pour assurer cette information, cette communication. C'est comme ça que des organismes, des structures ont été mis sur pied et que les hommes se sont qualifiés pour assumer cette grande responsabilité. Ce que nous pensons pour notre pays, c'est qu'il faut que les journalistes se qualifient davantage, qu'ils ne soient pas des porte-plumes et des porte-drapeaux des partis politiques, mais qu'il y aura des journalistes qui conduisent le peuple qui a besoin des informations qualifiées, véridiques et vérifiables, leur donner l'information qui puisse les conduire au développement. Voilà ce que nous souhaitons. Et pour cela, nous voulons qu'il y ait un journalisme d'éducation, qu'il y ait un journalisme de proximité et qu'il y ait un journalisme citoyen. Voilà ce que nous pensons. Oui, cette liberté doit se définir dans la qualification. Il est déjà dit que le journaliste doit être libre pour accéder aux sources d'information. Il faut que les dispositions légales l'accompagnent dans ce sens-là. Il est dit que le journaliste doit être libre mais responsable. C'est-à-dire quand il donne l'information, cette information doit être véridique, doit être pluraliste et doit être également équilibrée et doit être honnête. J'insiste sur le terme honnête que je préfère à celui d'objectivité parce que c'est lorsqu'on est honnête qu'on peut donner l'information qu'il faut au peuple. Ainsi le peuple se fait l'opinion personnelle sur chaque information donnée. Et cette liberté, donc, doit s'inscrire dans cette optique. Et cette liberté doit être responsable dans ce sens qu'il doit éviter d'amener l'overdose informationnelle. C'est-à-dire que donner au peuple l'information juste pour rigoler, juste pour vanter ce qui est rigolo ou ce qui n'est pas rentable au développement. Voilà ce que je pense. État de siège, voilà le concept qui a le plus fait parler de lui ce week-end. Il s'agit d'une décision du président de la République pour venir à bout de l'insécurité qui gangrène l'Est du pays. La mesure, pas encore maîtrisée par tous, crée une nouvelle polémique dans l'opinion. Certains applaudissent une mesure radicale pour mettre un terme à ce cycle infernal de violence, mais d'autres encore craignent une dérive autoritaire et ne trouvent pas cette démarche nécessaire ou appropriée face à cette situation.
Une forte agitation est constatée dans plusieurs QG des partis politiques au lendemain de l'annonce par le chef de l'État d'instaurer l'état de siège pour les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Pour Délice Sanga, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait d'autres possibilités que d'aller directement vers l'état de siège. Délice Sanga le dit sans en préciser lesquels. Pour le mouvement citoyen Lucha, le président de la République devrait surseoir la mesure de l'état de siège. Il se trouve au sein de la communauté nationale des individus qui avancent mille et prétextes pour estimer que pareille mesure va restreindre terriblement les libertés individuelles et même donner lieu à une dictature qui ne dirait pas son nom. La première observation à faire est que l'état de siège relève des dispositions constitutionnelles, notamment les articles 85, 144 et 145. Et la seconde est que si le constituant a décidé de consigner de pareilles dispositions dans la loi fondamentale, c'est au regard de l'histoire passée que présente la République démocratique du Congo. D'aucuns ignorent que la RDC a tout connu depuis son indépendance, des rébellions, sécessions, guerres tribales et invasions étrangères à répétition. À plusieurs moments pénibles de l'histoire du pays, l'autorité de l'État s'est trouvée complètement liquéfiée. L'armée et la police nationale remplacées par des milices pendant 2 mois, voire des années, dans plusieurs parties du territoire national. Par conséquent, si le rétablissement d'une paix durable, de l'autorité de l'État et de l'unité nationale doit absolument passer par l'état de siège, le chef de l'État, garant de la nation, n'a pas à tergiverser. Pourquoi s'agiter autour des restrictions de certains droits des citoyens alors que c'est autorisé par les législateurs? Pour certains observateurs, le parrain et complice des forces négatives locales comme étrangères s'agiterait non pas pour réclamer des libertés individuelles, mais plutôt pour pérenniser l'état de non-droit, qui leur a permis pendant plusieurs années de s'enrichir sans cause, au détriment du grand nombre, grâce au trafic illicite des ressources naturelles. Entre libertés individuelles qui favorisent l'insécurité et l'absence de l'autorité de l'État et leurs restrictions porteuses de paix et de sécurité, le choix est clair. Privilégier la paix et la sécurité pour que les grands Kivu vivent en toute quiétude. Le village de Nyakunde, jadis occupé par la coalition FPIC et FRPI, est passé désormais sous contrôle des FARDC ce dimanche à la suite d'une offensive lancée contre cette coalition dans ce village, dans la chefferie de Andisoma, dans le territoire d'Irumu. Les canons vers la menace, les unités rangées en ordre de bataille, les FARDC ont lancé une offensive impitoyable contre la coalition FPIC et FRPIC au village Nyakunde, situé à 47 km de Bunia. Par des attaques enveloppées pendant 1 heure de combat, l'armée régulière a conquis et consolidé les villages Nyakunde, Kalingi, Malumbuta, Malumbabo à la grande satisfaction du médecin directeur général de l'hôpital Nyakunde, où la milice avait pris en otage cette unité sanitaire et les malades. Un crime contre l'humanité. Vous allez voir avec nous aucune population et nous n'étions restés qu'à 4 personnes dans le sein de l'hôpital. Donc avec autant de malades qu'il ne fallait pas les abandonner. Nous étions obligés de rester et aller à leur secours. Avec votre présence en ce jour, vraiment c'est une grande fierté quand nous voyons nos loyaux militaires qui sont à côté de nous pour apporter la sécurité du milieu qui était plus longtemps sous la menace. Hormis la conquête de ces villages, les FARDC ont neutralisé 13 miliciens FPIC, 14 capturés, dont 7 blessés, pris en charge pour les soins à l'hôpital Nyakunde dans le respect des droits et de la dignité humaine. C'est le premier bilan des mesures fortes prises par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Aucun cas de maladie à virus Ebola n'a été confirmé au Nord Kivu depuis 61 jours. Sur ce, la RDC vient de déclarer ce lundi la fin de la 12e épidémie d'Ebola dans cette province. C'était au cours d'un point de presse tenu ce matin par le ministre de la Santé. Je vous propose d'écouter le docteur Jean-Jacques Mbungani dans cet extrait. La République démocratique du Congo a connu depuis le 7 février 2021 la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola. L'actuelle épidémie a sévi dans la province du Nord Kivu et plus particulièrement dans 4 zones de santé, à savoir Biena, Butembo, Katwa et Moussienene. La rapidité et l'efficacité de la riposte mise en place par le gouvernement et ses partenaires ont permis de vaincre cette épidémie en moins de 3 mois. Nous retiendrons également que le facteur de succès majeur de la riposte à la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola a été lié, entre autres, à la disponibilité du vaccin et des médicaments spécifiques contre la maladie à virus Ebola, ainsi qu'à l'appropriation des actions de réponse par les équipes de zones de santé et la communauté. Néanmoins, le risque élevé de résurgence des épidémies reste permanent et doit servir de signal d'alarme pour que le système de surveillance épidémiologique soit renforcé. Ainsi, nous recommandons aux autorités sanitaires locales de continuer à maintenir les mécanismes d'alerte et de surveillance à base communautaire afin de rester vigilants pendant toute la période de l'après-épidémie à maladie à virus Ebola. Nous rassurons la population du Nord Kivu qu'une équipe continuera de soutenir le transfert de compétences vers les prestataires locaux en vue de préserver les acquis de cette riposte. Quelques personnes ont manifesté ce lundi à Kinshasa contre la taxe liée au registre des appareils mobiles RAM, une marche rapidement réprimée et pas dans la douceur par la police. Bilan, des graves blessés mais aussi des journalistes interpellés puis relâchés. Il s'agissait d'une initiative du Mouvement national des consommateurs lésés. Depuis jeudi, avec ou sans crédit dans son portable, il est extrêmement compliqué pour certains abonnés d'accéder à quelques forfaits internet ou autres proposés par les réseaux de téléphonie mobile dans le pays. Tous, ou du moins une très grande partie, se retrouvent coincés au niveau d'une notification évoquant un sous-compte RAM négatif. Seulement, même après avoir rechargé leur compte à multiples reprises, rien n'est fait pour arranger la situation. Réagissant sur les réseaux sociaux, les entreprises de téléphonie mobile ont donné quelques pistes pour s'en sortir tout en s'excusant du désagrément causé. Seulement, déjà jugé impopulaire par plusieurs leaders d'opinion, dont des conseillers du président de la République lui-même, la taxe RAM a sérieusement énervé la population, d'autant plus que la communication autour des fonds alloués à cette dernière demeure floue. Éclairant davantage l'opinion ces dernières heures, l'RPTC et le ministère de Pétentique affirment que l'argent généré par le RAM est versé dans le trésor public pour les secteurs de Pétentique. Il pourra servir à la construction des usines de montage de téléphones, l'installation des hotspots Wi-Fi gratuits dans les universités publiques, les espaces publics tels que les aéroports, les gares, les marchés ou encore les parkings. La numérisation de l'administration publique avec pour avantage de gagner du temps dans l'accomplissement de certaines tâches, mais aussi la réalisation des projets e-service pour faciliter la vie des citoyens, notamment le travail à distance et l'inclusion numérique. Une version qui ne passe pas du côté du Mouvement national des consommateurs lésés qui a appelé à une marche de protestation ce matin contre la taxe RAM. Prévue du rond-point Huilery à la primature, elle a été vite étouffée par la police, causant des blessés et l'interpellation de quelques journalistes en pleine journée de liberté de la presse. Entre-temps, le député national Juvenal Mounoubo a déposé ce lundi une question orale avec débat adressée au ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba. Il devra justifier ce que signifie la taxe RAM, ce qu'est son impact dans l'amélioration de la qualité de fourniture de services, par exemple. Vu qu'on parle d'Internet, entre autres, il s'observe depuis quelques jours la création de comptes sur les réseaux sociaux usurpant l'identité de certaines personnalités ou institutions pour des fins ludiques, mais pouvant conduire à la désinformation. Les faits se passent généralement sur Twitter et Facebook. Une des dernières victimes de cette machination est le Premier ministre du gouvernement sortant, Sylvestre Ilunga Ilunkamba. SNEL, Régie des eaux, police, hôtel de ville et autres, personne n'échappe
à ces blagues de mauvais goût distillées dans l'opinion depuis plusieurs jours. C'est une habitude courante sur les réseaux sociaux d'usurper l'identité de tel ou tel autre individu, mais ce n'était pas encore le cas pour d'aussi grandes institutions. La nouveauté, c'est qu'il s'agit des blagues radicales qui font rire quelques internautes tout en profitant de ce fait pour glisser quelques désinformations pouvant gravement nuire à la personne imitée, telle que le chef du gouvernement sortant dernièrement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, à qui l'on attribue quelques déclarations incendiaires. Il n'est pas le seul, la vice-ministre de l'EPST Aminata Namassia est également très souvent victime de ce genre d'abus depuis l'épisode de la dernière vidéo virale de la chaîne de télévision B1 qu'il avait exposée. Il s'observe en ce moment d'entrer au gouvernement des nouveaux ministres, un dédoublement dangereux des comptes des institutions publiques qui occasionnent justement ce genre d'abus. Une fois de plus, la faute à un manque de volonté de continuité et cette habitude de toujours vouloir repartir de zéro. Le fils du défunt président tchadien Idriss Déby Itno, qui a pris la tête d'un conseil militaire de transition après la mort de son père, a présenté dimanche un gouvernement de transition. Au total, 40 ministres et secrétaires d'État ont été nommés et un nouveau ministère de la réconciliation nationale créé. La junte au pouvoir au Tchad, depuis la mort du président Idriss Déby Itno, a nommé dimanche 2 mai un gouvernement de transition, a annoncé à la télévision d'État les porte-parole de l'armée. Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président, qui a pris la tête du conseil militaire de transition, a nommé par décret 40 ministres et secrétaires d'État avec la création d'un nouveau ministère de la réconciliation nationale. Il avait déjà nommé Albert Pahimi Padaké au poste de premier ministre de transition, dernier premier ministre d'Idriss Déby Itno, avant que ces derniers ne suppriment les postes en 2018. Albert Pahimi Padaké avait promis un gouvernement de réconciliation nationale et avait lancé de larges consultations durant la semaine en vue de proposer des noms au président du CMT. Le CMT a promis des élections libres et démocratiques dans 18 mois. En attendant, la charte de transition prévoyait la mise en place d'un gouvernement de transition dont les membres sont nommés et révoqués par le président du CMT. Le Conseil militaire de transition n'a pas d'autre objectif que d'assurer la continuité de l'État, la survie de la nation et d'empêcher de sombrer dans le néant, la violence et l'anarchie. Les membres du CMT sont des soldats qui n'ont d'autre ambition que celle de servir loyalement et avec honneur leur patrie. Les principaux partis d'opposition ainsi que les syndicats et sociétés civiles ont vu dans l'arrivée au pouvoir du fils d'Idriss Déby Itno un coup d'État institutionnel et ont appelé à une transition dirigée par les civils. Les Léopards de la RDC pourraient se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 au détriment du Gabon qui avait aligné Gaylor Kanga d'origine congolaise. Après la FECOFA, la FEGAFOOT a aussi transmis ses preuves à la CAF. Le nouvel entraîneur du Daring Club Motema Pembe arrive à Kinshasa cette semaine. Dans ce panorama sportif, vous l'avez compris, on parlera aussi de la Vodacom Ligue 1 et la page internationale avec Christian Boukaya qui m'a déjà rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher Ochokum, bonjour à toutes et à tous. Alors sans perdre de temps, on va en savoir plus sur ce dossier. Gaylor Kanga, la FEGAFOOT a aussi déposé ses preuves à la CAF. Il se pourrait que la République démocratique du Congo participe finalement à cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Bien évidemment, dans un communiqué de presse, la Fédération gabonaise de football estime avoir déposé toutes les preuves auprès de l'instance fêtière de football continental. La Fédération parle même de preuves irréfutables et formelles du parcours sportif en club et de l'éligibilité du joueur Gaylor Kanga Kiakou-San de la sélection nationale A du Gabon, conformément aux dispositions réglementaires de la CAF et du Code civil gabonais battant en brèche toutes les allégations sans preuve de la FECOFA. Il faut dire que c'est selon leur communiqué, le verdict de la CAF est attendu l'un de ces quatre. Parmi quelques preuves tangibles de la FECOFA envoyées justement à la CAF, il y a également cette vidéo où le joueur Gaylor Kanga, natif de Kinshasa, parle justement de son arrivée au pays d'Ali Bongo. On va l'écouter. Et mon grand frère Blaise Kanga a sali makambo pour na Gabon, tout okay. Na frère nanga Landry Kanga, tout ça en France et toké na biso Gabon. C'est comme ça que na koma na Gabon. Après oye Gabon
Oui, bien non, langue était, on parle français, tu vois. Tu vendis, tu commences certains mercredis, tu commences qui. Voilà, autre chose à présent, le dernier club Motema Pembe, André Lande prend les commandes du staff technique. Les techniciens belgo-congolais arrivent à Kinshasa cette semaine, sauf imprévu. Il succède justement au coach Isaac Ngata qui a démissionné le mardi dernier. Rappelez-vous, Alain André Lande est détenteur de la licence UEFA A et a déjà dirigé l'AS Kaloum de Guinée et Berekum Chelsea du Ghana. Voilà, comme Ligue 1, nous allons parler de Mazembe qui est désormais le nouveau leader. Bien évidemment, Christopher Ochokum, c'est grâce à sa victoire acquise hier à Lubumbashi face à la formation de Sa Majesté Sangabalende Wabangelou, Neba Santo avec 54 points en 24 matchs livrés. Le tout-puissant Mazembe retrouve la tête du classement alors qu'avec club qui n'a disputé que 22 matchs est deuxième avec 52 points. Maniema Union vient en troisième position avec 50 points. Toujours hier à Lubumbashi, on va voir sur ce tableau des résultat qui va très vite s'afficher. Le CS Don Bosco a laminé l'AS Dauphin Noir de Goma sur le score de 4-1. Puis ce matin, à Kolwezi, dans le derby Lualabé, le FC Blessing a battu l'AS Simba sur le score d'1-0. Sur le continent, les combinaisons des quarts de finale des compétitions interclubs sont déjà connues. D'abord en Ligue des Champions, le tenant du titre Al Khali a hérité de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Les deux clubs vont s'affronter pour la troisième fois consécutive. Et puis on voit, parmi toutes ces combinaisons, il y a aussi dans le derby maghrébin Mouloudia Club d'Alger qui matchera justement le Wydad Athletic de Casablanca. Belouizdad sera face à l'Espérance de Tunis, puis Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud va croiser les bottines avec Simba SC de la Tanzanie. Alors en Coupe de la Confédération, il faut dire que le Raja de Ben Malango et de Fabrice Ngomaluamba jouera. Orlando Pirates de Jean-Marc Makusu Mundele. Pyramide FC matchera Enyimba du Nigeria. Coton Sport de Garoua sera face à Jaraf. Puis le CS Sfaxien jouera la JS Kabylie. On va terminer en Europe et avec ce lundi, vous nous parlez de la Série A et de la Liga. D'abord en Espagne où la course au titre reste serrée. Hier, le FC Barcelone s'est imposé face à Valence en match comptant pour la 34e journée grâce à un doublé de Léo Messi et une réalisation d'Antoine Griezmann. Et grâce à cette victoire, le Blaugrana totalise justement 74 points, ex aequo avec le Real Madrid qui a battu Osasuna le samedi dernier sur le score des débuts à 0 alors que l'Atlético Madrid reste toujours en tête du classement avec 76 points. En Serie A, très vite, on va parler de l'Inter Milan qui a décroché son 19e titre de champion d'Italie. Les hommes d'Antonio Conte ont mis fin au règne de la vieille dame lauréate de 9 derniers Scudetti, vainqueur 2-0 à Crotone samedi. L'Inter profite du match nul concédé dimanche à Sassuolo par l'Atalanta pour valider un sacre attendu plutôt depuis 10 ans. Merci beaucoup Christian Bokaya pour toutes ces informations. On retrouvera le journal de sport ce soir avec soit ça sera avec Nathalie Okomposo. Voilà. Entre-temps, ce journal, lui, est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Journée mondiale de la liberté de la presse, ce 3 mai, plusieurs activités ont eu lieu à travers le pays, dont la remise du prix Chimpumpu par l'UNPC. La GED a recensé au moins 228 cas d'atteinte à la liberté de la presse dans tout le pays depuis le début du mandat de Félix Tshisekedi. Reconquête historique des FARDC dans la province de l'Ituri après des actions de grande envergure annoncées la semaine dernière avec le soutien aérien. La coalition FPIC et FRPI ont été délogées de Niakoundé. État de siège, démarche nécessaire ou pas, les débats étaient intenses ce week-end autour de cette décision du président de la République pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri afin de mettre un terme au massacre à répétition dans la région. La RDC de nouveau vainqueur de l'épidémie d'Ebola après une résurgence des cas il y a quelques semaines. Le compte à rebours est à terme avec 0 cas de contamination dans la province du Nord Kivu. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant.
ce sera avec Bédrine Kenge qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour Bédrine. Bonjour Christopher Otukoum. À la une de votre revue de presse, en pleine célébration de la journée mondiale de la presse, des journalistes interpellés. Christopher, ils ont été relâchés, une confirmation faite par 7sur7.cd après avoir passé 1 heure au camp Lufungula et ils n'ont pas été entendus sur procès verbal par un officier de police judiciaire interpellé alors qu'il couvrait la marche anti-rame organisée au niveau du rond-point Willery par le mouvement des consommateurs lésés. Certains manifestants sont toujours à ce camp situé dans la commune de Lingwala. Ce dernier voulait dénoncer justement les perturbations observées la semaine passée par la majorité des abonnés de certaines sociétés de téléphonie mobile, notamment l'impossibilité d'activer des forfaits internet et autres propositions. Malheureusement, ils n'ont pas pu atteindre leur cible qui était le Premier ministre Jean-Michel Sama. La Prospérité, dans sa rubrique Société, renseigne que ce jeune prévoyait de boucler leur marche à l'hôtel du gouvernement pour faire entendre leurs cris aux nouveaux locataires de ce bâtiment. Christopher, revenons au sujet en rapport avec la liberté de la presse en République démocratique du Congo qui continue de marquer le pas, en croire l'ONG Journalistes en danger, repris par actualité.cd. Selon ce site, depuis les débuts du quinquennat du président Tshisekedi, GED a déjà enregistré 228 cas d'atteinte à la liberté de la presse sur l'ensemble du territoire national, dont 47 depuis les débuts de cette année 2021. Et en dehors de nos frontières, Wakatsera s'y intéresse également, mais il a contextualisé cette journée dédiée aux médias pour ce quotidien burkinabé, toujours en première ligne, que ce soit dans les attaques terroristes ou sous la menace du Covid-19, les hommes et femmes de la presse sont pourtant ceux qui ne bénéficient le moins de protection et d'attention, animés de la volonté farouche de rapprocher, de rapporter plutôt l'information, les scoops qui donnera à leur canard cette audience indispensable pour sa survie. Les journalistes bravent consciemment ou inconsciemment, Christopher, des dangers qui leur sont souvent fatals. L'instauration de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu partage en tout cas gravement l'opinion. Oui, Christopher, si les gouverneurs de 2 provinces riches en minerais, soit l'Ituri et la province du Nord Kivu, ont soutenu cette décision du chef de l'État juste après son annonce, d'autres structures ne les digèrent pas encore. Ces modalités n'est pas encore dévoilées. Cette mesure suscite espoir et inquiétude, titre le matin.ch. Pour ces sites français, le président Félix Tshisekedi doit encore détailler par ordonnance présidentielle les modalités de cette sorte de loi martiale qu'il a annoncé vendredi pour le Nord et le Nord Kivu et l'Ituri. Et Mediacongo.net, pour sa part, rapporte que le mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha craint que la décision du président de la République de proclamer l'état de siège dans les provinces du Nord et de l'Ituri ne soit que cosmétique, raison pour laquelle ce mouvement appelle donc Félix Tshisekedi à surseoir cette mesure et lui propose plutôt un dialogue tripartite gouvernement, MONUSCO, population. En parlant justement de ce nouveau gouvernement investi il y a quelques jours, La Prospérité indique dans sa rubrique politique, en tant que membre de la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement, Henriette Ouamou salue les prévisions faites par le Premier ministre dans son gouvernement, dans son programme d'action plutôt, pour les 3 prochaines années. On va terminer dans le reste du continent africain avec le Tchad, qui a désormais un gouvernement de transition nommé par le CMT. C'est d'ailleurs le titre de tchadinfo.com, nommé le 26 avril dernier. Le Premier ministre de transition Pahimi Padakele, Albert, vient de former son gouvernement. Il est composé de 40 membres, dont 9 femmes. C'est une véritable course contre la montre que les nouvelles autorités tchadiennes ont engagée et contre la rébellion du Front pour l'alternance et la coexistence au Tchad FACT et contre les manifestations de rue pour la survie de leur régime, pointe ce média en ligne. Pour la gagner, elle use du bâton et de la carotte dans une politique faite d'un savant dosage de répression et des coms. L'observateur Palga, de son côté, estime que le discours actuel des nouvelles autorités ressemble à du chantage fait aux Tchadiens et à la communauté internationale à propos de la stabilité du pays et même de la sous-région. Les quotidiens burkinabés les résument d'ailleurs en ces termes et titrent « Soutenez-nous » ou on fait un malheur. Pas de quoi du tout rassurer tout le monde. Merci beaucoup Bédrine pour tous ces titres.
nous retrouverons très prochainement, je crois déjà vous ce soir pour la grande édition du journal. Tout à fait, Christopher. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50, vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.